Construire son portefeuille d'ETF, c'est faire des choix quant aux zones géographiques où vous souhaitez investir. Et si vous souhaitez avoir un portefeuille d'ETF diversifié, eh bien vous pouvez difficilement vous passer d'investir en Asie. Car l'Asie représente aujourd'hui près de 35% du PIB mondial et surtout 55% de la population mondiale. Durant les 20 prochaines années, la croissance économique de l'Asie devrait dépasser celle de l'Europe et des États-Unis. Et il y a de bonnes chances pour que cette croissance se reflète aussi dans le marché des actions. Donc le potentiel de croissance des actions asiatiques est bien réel. Et vous le savez, si vous regardez cette chaîne, les ETF sont le moyen le plus simple et le moins onéreux pour investir en bourse. Donc les ETF qui reproduisent des indices asiatiques sont une belle opportunité d'investissement. Je vais commencer par vous faire un petit rappel de ce que sont les ETF et comment y investir, puis je vous présenterai la liste des 5 meilleurs ETF offrant une exposition au continent asiatique. D'ailleurs, avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver la liste de tous les ETF que je vais vous présenter dans un tableau. Pour le télécharger, c'est facile. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous aurez accès à la liste des ETF pour investir en Asie, ainsi que des ETF bonus que j'ai rajoutés. Le lien est dans la description ci-dessous. On commence donc par un petit rappel. Qu'est-ce qu'un ETF ? Les ETF ou trackers sont des fonds de placement, des paniers d'actions cotés en bourse dont les parts s'échangent justement comme des actions. Ces fonds de placement sont créés, émis et gérés de manière passive par des sociétés de gestion bien connues. Amundi, Lyxor, iShares, Vanguard, etc. En répliquant passivement la performance de leur indice de référence, le CAC 40 pour le marché français ou le S&P 500 pour le marché américain par exemple, le gestionnaire d'un ETF ne cherche donc pas à battre l'indice, mais à le reproduire afin de capter la performance. Il en résulte des frais beaucoup plus réduits que ceux d'un fonds classique géré de manière active, et cela permet de générer une performance bien meilleure sur le long terme. Les ETF affichent donc des résultats bien meilleurs que la grande majorité des fonds gérés de manière active et qui cherchent à surperformer le marché. Et les raisons sont simples. Les frais de gestion sont plus faibles. Et plus ces frais sont faibles, moins les performances brutes sont éloignées des performances nettes. C'est mathématique. Ensuite, il est plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Les cours du marché sont le résultat d'une intelligence collective, celle de milliers de gestionnaires qui se retrouvent sur telle ou telle place financière. De nombreuses études montrent que les ETF sont plus performants que les fonds gérés. Car suivre le marché, c'est aussi capter la performance des marchés boursiers mondiaux qui ne cessent d'augmenter depuis un siècle. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille diversifié sur le long terme. Avec un investissement raisonnable et des frais de courtage réduits, on profite facilement du dynamisme de nombreux indices boursiers. Alors, comment faire pour investir dans des ETF ? Eh bien, c'est très simple. Les ETF s'achètent comme des actions. Vous pouvez donc en loger au sein d'un plan d'épargne action, un PEA, ou bien au sein d'un compte titre ordinaire, un CTO. Petit rappel de ce qu'est un PEA. Un PEA, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse avec des conditions fiscales très avantageuses. Avec un PEA, vous payez moins de taxes sur vos dividendes et vos plus-values, mais sous certaines conditions. Le PEA, c'est certainement le meilleur outil pour investir en bourse afin de limiter son imposition. Concrètement, comment fonctionne un PEA ? Le PEA est constitué de 2 comptes, un compte espèces et un compte titre. Il est alimenté par des versements sur le compte espèces, ce qui permet ensuite d'acheter des actions sur le compte titre du PEA. En cas de vente des actions, l'argent est versé sur le compte espèces, donc toujours présent dans l'enveloppe fiscale du PEA. Pour les dividendes, la logique est identique. Lors du versement des dividendes, ils viennent alimenter le compte espèces du PEA. Donc, tant que les opérations sont effectuées à l'intérieur de cette enveloppe fiscale, elles ne sont pas taxées. Tant que votre argent circule du compte espèces vers le compte titre, ou inversement, vous ne paierez pas d'impôt. C'est le gros avantage du PEA. Si vous n'avez pas encore de plan d'épargne action, je vous conseille de l'ouvrir en ligne chez Boursorama. C'est le courtier que j'utilise à titre personnel pour investir au sein d'un PEA. Afin de bénéficier d'une prime de parrainage à l'ouverture de votre compte,
vous pouvez utiliser le code de parrainage que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et cela permet au passage de soutenir ma chaîne. Et vous pouvez également acheter des ETF via un compte titre ordinaire, un CTO. Le compte titre ordinaire, c'est une enveloppe de placement universelle qui permet d'acheter une très grande variété de titres boursiers sans aucune restriction, mais sans l'avantage fiscal du PEA. Et pour acheter certains titres financiers, vous ne pouvez le faire que via un compte titre ordinaire. Et cela va d'ailleurs être le cas dans cette vidéo car la plupart des ETF que je vais vous présenter ne sont disponibles que via un compte titre ordinaire. Si vous n'avez pas de compte titre ordinaire et que vous souhaitez en ouvrir un, je vous conseille d'utiliser Trade Republic que j'utilise à titre personnel. Vous avez un lien dans la description qui vous fera également bénéficier d'un bonus de bienvenue. Voilà, après ces explications, on peut maintenant passer à la liste des meilleurs ETF pour investir en Asie. Premier ETF de cette liste, c'est l'Amundi MSCI Emerging Asia. Cet ETF réplique l'indice MSCI Emerging Asia qui permet de s'exposer à 9 pays émergents d'Asie. Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Malaisie, Pakistan, Philippines, Taïwan et la Thaïlande. L'objectif ici, c'est de placer votre argent sur les principales entreprises asiatiques des marchés émergents. Il contient 1160 entreprises qui couvrent environ 85% de la capitalisation boursière totale de ces pays. Donc c'est un indice qui a une belle diversification en termes d'entreprises couvertes. Il y a cependant un point de vigilance sur cet ETF, la Chine représente près de la moitié du poids de l'ETF. Vous devez donc être conscient que vous allez investir en grande partie en Chine avec cet ETF. Les principaux titres contenus dans l'ETF sont Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Samsung et Meituan. L'ETF possède un encours de 1,6 milliard d'euros et ses frais annuels sont de 0,2%. C'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire que ses dividendes sont automatiquement réinvestis. Si vous préférez investir au sein d'un PEA afin de bénéficier de l'avantage fiscal propre à cette enveloppe, il existe également une version éligible au PEA pour cet ETF qui est l'Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia. Je vous affiche le code ISIN afin de le retrouver facilement. Second ETF de cette liste, le Lyxor PEA Asie-Pacifique. Cet ETF suit l'indice MSCI AC Asia-Pacifique ex-Japan qui représente les pays développés et émergents d'Asie à l'exclusion du Japon. C'est l'ETF ayant la plus large diversification géographique de cette liste, avec plus de 1200 entreprises réparties dans 13 pays. Alors, je vous fais un petit aparté concernant le Japon, qui sera valable pour tous les ETF de cette liste. Vous devez vous demander pourquoi exclure le Japon d'un ETF. Déjà parce que le Japon est intégré dans les grands indices mondiaux tels que le MSCI World et que le rajouter ferait doublon dans un portefeuille où le MSCI World serait déjà présent. Et aussi tout simplement parce que si vous souhaitez investir sur le Japon en particulier, vous avez un très bon indice qui vous permet de vous positionner sur ce pays et cet indice c'est le Japan Topics. Il suit les principales entreprises cotées à la bourse de Tokyo, soit plus de 1500 actions. C'est donc un indice très diversifié. On va revenir plus loin dans la vidéo sur le cas du Japon et comment investir concrètement dans ce pays, car vous allez voir, ce pays a un très beau potentiel pour les investisseurs et une histoire totalement atypique en termes d'investissement. Fin de l'aparté concernant le Japon, je reprends sur le Lyxor PEA Asie-Pacifique. C'est un ETF qui est très intéressant car, en plus d'offrir une exposition aux mêmes pays émergents que le précédent ETF d'Amundi, le Lyxor PEA Asie-Pacifique est un ETF diversifié puisqu'il inclut 2 zones géographiques développées d'Asie, Hong Kong et Singapour, ainsi que ceux de l'Océanie, c'est-à-dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des zones géographiques que l'on a souvent l'habitude d'oublier en tant qu'investisseur. A noter que cet ETF offre également une forte exposition au marché chinois. On retrouve donc des entreprises australiennes au sein de cet indice, Commonwealth Bank of Australia par exemple, ou hongkongaises comme Aya Group. L'encours de l'ETF est de 42 millions d'euros pour des frais annuels de 0,6%. Et comme le précédent ETF, il est capitalisant. Gros avantage de cet ETF, il est éligible au PEA, donc vous bénéficiez d'un avantage fiscal.
Parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Troisième ETF de cette liste, il s'agit de l'ETF iShares MSCI AC Far East ex Japan Small Cap, qui est le seul ETF vous permettant d'investir dans 1300 petites entreprises asiatiques, c'est-à-dire des small caps. Cet indice exclut le Japon car autrement ce pays représenterait plus de 50% de l'indice, car le Japon possède un nombre très important de petites et moyennes entreprises. Cet ETF d'iShares permet d'investir dans 2 zones géographiques développées d'Asie, Hong Kong et Singapour, ainsi que dans les 9 principaux pays émergents de la zone. Cet ETF peut être complémentaire des 2 précédents, car en plus de viser les small caps, sa répartition géographique est plus équilibrée. Taïwan et la Corée du Sud y sont mieux représentés que la Chine. L'encours de cet ETF est de 82 millions de dollars et ses frais sont de 0,74% et ses dividendes sont distribués. Malgré des frais élevés pour cet ETF, il s'agit du seul ETF permettant d'investir exclusivement dans les small caps asiatiques et les ETF small caps sont d'ailleurs souvent plus chers que les autres. Quatrième ETF de cette liste, c'est l'ETF Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Cet ETF réplique l'indice du même nom qui cherche une exposition aux pays développés d'Asie, hormis le Japon, toujours exclu de cet ETF, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Cet indice FTSE, il est vraiment intéressant car il inclut la Corée du Sud parmi les pays développés. Ce qui fait sens d'ailleurs d'un point de vue économique au vu du niveau de développement technologique de ce pays. D'ailleurs, inclure Taïwan aurait également pu paraître logique, mais ce n'est pas le cas dans cet ETF. Ainsi, la répartition géographique de l'ETF est mieux équilibrée, avec une bonne diversification car il reproduit la performance d'environ 400 entreprises. Le gros avantage de cet ETF, c'est qu'il permet avant tout d'éviter de trop s'exposer à la Chine, qui est souvent le pays qui pèse le plus lourd dans chaque ETF. Et la Chine, c'est une zone géographique qui peut faire peur aux investisseurs au vu du système politique chinois, peu enclin à respecter les règles de transparence financière indispensables pour investir sereinement. Néanmoins, il faut noter que cet ETF est quand même exposé à l'économie chinoise via Hong Kong, qui fait dorénavant partie intégrante de la Chine. Les principaux titres contenus dans l'ETF sont Samsung, Aya Group, Commonwealth Bank of Australia, BHP Group et CSL. L'ETF distribué par Vanguard possède un encours de 88 millions d'euros pour des frais annuels de 0,15% par an. Et c'est un ETF capitalisant. À noter qu'il existe une version distribuante de cet ETF, je vous indique son code ISIN à l'écran. Cet ETF a un encours qui est 10 fois supérieur à celui que je vous ai présenté pour une raison assez simple. Les Américains, qui sont les plus nombreux à investir sur des ETF, préfèrent souvent les ETF qui distribuent les dividendes par rapport aux ETF capitalisants. Cinquième et dernier ETF de cette liste, c'est un ETF distribué par UBS qui offre l'un des rares ETF permettant d'investir en Asie sans exclure le Japon. C'est l'ETF MSCI Pacific. Cet ETF permet une exposition à la zone développée du Pacifique. Il suit l'indice MSCI Pacific SRI Low Carbon qui applique un double filtre investissement socialement responsable et faible émission de carbone, tout en veillant à ce qu'aucune entreprise ne représente plus de 5% de l'ETF. C'est intéressant car ce sont 2 thématiques qui prennent de plus en plus de place parmi les objectifs des investisseurs. Mais cette double sélection exclut plus de 75% des titres de l'indice, pour n'en garder qu'une centaine sur 400. Donc on perd un peu en diversification avec ces 2 contraintes. Et toujours du fait de ces 2 filtres, l'ETF est fortement exposé au Japon, qui représente plus de 60% du poids de l'ETF. Et il se retrouve donc potentiellement complémentaire avec l'ETF Amundi MSCI Emerging Asia, qui ne comporte que des pays émergents. Donc vous pouvez associer les 2 afin de bénéficier d'une excellente diversification sur cette zone. Les principaux titres contenus dans l'ETF apparaissent actuellement à l'écran et sans surprise, ce sont principalement des entreprises japonaises. L'encours de l'ETF est de 50 millions d'euros pour des frais annuels de 0,4% par an.
Et là aussi, c'est un ETF capitalisant. À noter que, comme Vanguard, UBS distribue également une version de l'ETF qui distribue les dividendes et dont l'encours est de 850 millions d'euros. Je vous note à l'écran son code ISIN afin de le retrouver facilement. Pour finir, et comme promu, je vais vous parler un peu plus en détail du cas du Japon. Car la plupart des indices asiatiques répliqués par les ETF excluent le Japon, qui est pourtant la troisième puissance économique mondiale et la deuxième capitalisation boursière mondiale. La raison de cette exclusion, c'est que, au vu de son poids économique, si l'on intégrait le Japon au sein d'un ETF Asie, il serait archi-majoritaire au sein de tous les indices. Or, le Japon est souvent considéré comme le pays asiatique, certes le plus développé, mais aussi comme celui ayant la croissance la plus lente. Le Japon est vraiment un pays à part dans la zone asiatique. Il a connu un développement égal, voire supérieur à l'Europe, durant les 30 Glorieuses, mais accompagné d'une énorme bulle spéculative qui a atteint son pic à la fin des années 80. Et, situation incroyable, le Japon était alors la première capitalisation boursière mondiale devant les États-Unis. C'est juste hallucinant lorsque l'on compare avec la situation actuelle, qui est radicalement différente, puisque les États-Unis représentent maintenant 57% de la capitalisation boursière mondiale, contre à peine 6% pour le Japon. Il a fallu plusieurs décennies au Japon pour se purger des excès de cette bulle, si bien que le Nikkei 225, le principal indice japonais, a connu une croissance négative entre 1990 et 2020. On entend d'ailleurs souvent dire que tous les indices montent à long terme, sauf le Nikkei. Mais ce qui est intéressant, c'est que la valorisation boursière du marché japonais a retrouvé des niveaux acceptables, voire même parfois plus attractifs que certains pays développés. Son PER par exemple est de 22 contre 27 pour celui du MSCI World. Et le Nikkei progresse d'ailleurs à nouveau régulièrement depuis 2013. Mais le Japon est un pays déjà très développé, vieillissant et en déclin démographique. Ce n'est donc probablement pas le pays asiatique ayant le plus grand potentiel de croissance à l'heure actuelle. C'est pour ces raisons que la plupart des ETF exposés à l'Asie excluent le Japon. Pour autant, dans le monde de l'investissement, il est difficile de réaliser des prévisions et il est donc difficile de prévoir si le Japon continuera à sous-performer dans les années à venir, car son faible niveau actuel de valorisation demeure intéressant. Donc, libre à vous de décider si le Japon doit être inclus ou non dans votre portefeuille d'ETF. Si vous souhaitez investir au Japon, je vous conseille les ETF qui reproduisent l'indice Japan Topics, qui me semble plus représentatif que le Nikkei 225. Le meilleur ETF pour investir sur l'indice Japan Topics est celui d'Amundi, c'est l'ETF Japan Amundi ETF PEA Japan Topics. Son encours est d'environ 90 millions d'euros, avec des frais de 0,2% et c'est un ETF par capitalisation. Ainsi s'achève notre petit tour d'horizon de 5 des ETF les plus intéressants pour investir en Asie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète de ces ETF en description de cette vidéo avec en plus des ETF bonus. Pour cela, il vous suffit de renseigner votre adresse email. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des ETF positionnés sur la zone Asie. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.